bonjour à tous, on va commencer. Donc je m'appelle Jean Cadot, je suis directeur technique de K2 France. Et donc aujourd'hui je vais animer ce webinaire auquel je vous remercie d'assister. On va faire un webinaire je vais vous présenter comment gérer vos applications métiers en environnement Microsoft avec K2. Donc, avant de commencer, donc un petit agenda du webinaire. On va commencer par une présentation de K2, la société et le produit. Ça va nous prendre maximum 10 minutes. Et puis après, on va se concentrer sur une démonstration, 45 minutes. Et puis, on pourra faire une petite séance de questions-réponses en fin de webinaire. J'ai coupé les micros de tout le monde de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main avec l'interface GoToWebinar. Il y a aussi un module de questions, vous pouvez aussi poser vos questions. Et puis lors de la séance, au fur et à mesure, et lors de la séance de questions-réponses, j'essaierai de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Il y a une personne qui est en train de nous rejoindre, je vais donc attendre 10 secondes qu'elle nous entende. Donc voilà, normalement ça doit être bon. Donc j'espère que vous avez tous un retour écran. Normalement vous devriez voir à l'écran l'agenda en minutes de ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, une présentation très rapide de K2. Sachez que le groupe K2, c'est une société américaine. À l'origine, c'est une société sud-africaine qui a déplacé son siège social dans les années 2000 à Redmond, aux États-Unis, donc à proximité du campus Microsoft, pour des raisons de rapprochement avec Microsoft. Aujourd'hui, K2 dans le monde, c'est à peu près 3500 clients, c'est des millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays, et c'est 18 bureaux qui permettent de couvrir la planète. C'est 20% des Fortune 100, les clients, il y a 20% des Fortune 100 qui sont clients K2, et c'est un éditeur qui a K2 est un éditeur qui a une grosse croissance, puisque si on compare avec les gros mastodontes du monde du BPM que sont Pega, Appian, IBM ou même SAP, K2 a une croissance beaucoup plus importante et beaucoup plus soutenue que ces éditeurs-là. Aujourd'hui, donc pour vous, je représente la filiale française de K2 qui est dans sa 10e année d'existence et qui s'occupe du territoire francophone autour de la France, donc France, Belgique, Luxembourg, la Suisse et le Maghreb. Sur ce territoire-là, on a à peu près 200 clients, et en France, il y a 50% des entreprises du CAC 40 qui sont utilisateurs de K2. Voici quelques-unes de nos références clients en France, gérées par le territoire par K2 France. Donc l'idée ici, c'est pas de s'attarder sur chacune de ces références, mais c'est de se rendre compte que K2 n'est pas un outil qui est dédié à un secteur d'activité, ni même à une typologie d'entreprise. On a des clients qui travaillent dans tous les domaines, dans la banque, l'assurance, dans le BTP, dans les transports, dans le secteur public, dans les télécoms, et on a des entreprises et des organisations de toute taille. Notre plus petit client, c'est un client qui utilise, c'est un cabinet d'architectes qui utilise K2 pour une vingtaine d'utilisateurs. Et notre plus gros client en France, c'est Sanofi Aventis, qui utilise K2 pour plus d'une centaine de milliers d'utilisateurs. Donc vous voyez vraiment un énorme champ de possibilités autour de K2. Donc voilà pour l'entreprise, je vais pas m'attarder plus dessus. Maintenant, je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a dans la plateforme K2. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière K2? Donc K2, c'est un outil qui va permettre
construire des applications métiers dans votre organisation, de les construire exactement comme vous voulez, c'est-à-dire faire des choses qui correspondent exactement à votre façon de faire, à votre façon de travailler. Donc on a la même agilité que si on faisait du développement spécifique, mais si on compare à du développement spécifique, K2, ça va vous permettre de faire ça très très rapidement. Donc c'est un accélérateur de mise en place d'applications, puisque en fait vous avez un certain nombre de briques que vous allez pouvoir utiliser en faisant du glisser-déposer et qui vont vous permettre de construire vos applications rapidement et sans complexité, puisque vous n'avez pas de code, ou de code à écrire ou de développement à faire pour mettre en place vos applications K2. Et donc la plateforme K2, elle est composée de 4 outils, de 4 composantes. La première composante, donc c'est la composante formulaire qu'on voit apparaître à l'écran. Donc ce qu'on voit apparaître à l'écran, la copie d'écran, c'est l'outil qui permet de concevoir les formulaires, donc c'est l'outil de travail qui va permettre donc aux concepteurs de mettre en place des interfaces pour les utilisateurs finaux, de dire ben voilà, là je voudrais voir un bouton radio, là je voudrais voir une liste déroulante qui va chercher des informations à tel endroit, quand je clique sur tel bouton il se passe telle chose. Enfin bref, donc je vais construire mon formulaire en faisant du glisser-déposer de composants que K2 met à ma disposition. La deuxième composante K2, c'est la composante workflow. Donc une fois qu'on a mis en place des interfaces utilisateurs, on va avoir besoin de mettre en place un processus qui va nous permettre d'orchestrer, de séquencer ces différentes étapes. Donc à nouveau, on a un outil graphique qu'on va pouvoir utiliser en faisant du glisser-déposer, et on va pouvoir donc mettre des liens entre chacune des étapes, mettre des conditions entre chacune des étapes, créer des parallélisations, faire des retours arrière, créer des boucles, faire des synchronisations, etc., etc. Donc tout ça, on va le faire au niveau de l'outil de workflow, et une fois qu'on a mis en place le processus, on va pouvoir déployer le processus sur le moteur d'exécution de K2 qui va s'occuper d'adresser les tâches aux personnes qui sont concernées, de surveiller les temps de traitement, etc., etc. Donc vraiment, tout est graphique. La troisième composante, c'est une composante qu'on voit peut-être un petit peu moins, enfin que l'utilisateur final va moins voir directement, mais qui a toute son importance, c'est la partie data, donc le composant qu'on va appeler plus vulgairement le serveur de connecteur. Et donc c'est la capacité de K2 à aller chercher et mettre à jour de l'information dans le système d'information sans avoir à écrire de code. Et le composant data, c'est un composant qu'on va pouvoir utiliser depuis la partie workflow et depuis la partie formulaire. C'est-à-dire que quand on est dans un formulaire, si on veut afficher des informations, par exemple dans une liste déroulante, si on veut afficher des informations qui proviennent de SAP par exemple, ou qui proviennent de SharePoint, je vais avoir un connecteur K2 qui va me permettre de lister cette information. Si si je suis dans la partie workflow et qu'il y a une étape, je veux par exemple dire, bah voilà, une fois qu'il s'est passé telle ou telle chose, je veux mettre à jour une base de données, envoyer un ordre à un système tiers. Depuis la partie modélisation des processus, je vais pouvoir invoquer mon serveur de connecteur et aller mettre à jour ces systèmes-là. La quatrième brique, la quatrième composante de K2, une fois que tout ça tourne, on va avoir besoin d'outils qui vont nous permettre en fait de suivre ce qui se passe sur les applications, voir qui est intervenu, à quel moment, quelles sont les informations qui ont été modifiées. On va pouvoir voir ça de manière graphique, mais aussi de manière textuelle. Donc on va pouvoir choisir. K2 va pouvoir mettre à disposition des statistiques sur les temps d'exécution des processus, et on va pouvoir montrer ça aux utilisateurs qui sont habilités à voir ces informations-là. Et donc quand on combine ces 4 composantes-là, on va pouvoir construire des applications complètes qui répondent à votre besoin exactement, et sans avoir à écrire de code.
Là, vous avez une liste non exhaustive hein, d'applications qui ont été mises en place par certains de nos clients. Donc c'est pour illustrer hein, ce qu'on peut faire avec K2. Donc dans le domaine de la finance, on a des clients qui ont mis en place des applications de gestion des investissements, de gestion du budget, suivi des factures, validation des factures par exemple. Dans le domaine des RH, la gestion des demandes de congés, la gestion de la performance, des demandes de formation, dans la logistique, la gestion des stocks, etc., etc. Donc on peut vraiment mettre en place une multitude d'applications avec K2. Là, on parle d'applications qu'on va appeler support ou applications administratives, mais on a des clients qui mettent en place aussi des applications de métier. Donc l'exemple peut-être le plus, qui parle à tout le monde, c'est on a des clients dans le domaine bancaire qui ont mis en place des applications K2 qui vont permettre de gérer les demandes de découvert, les demandes de création de nouveaux comptes, les demandes de fermeture de compte, les demandes de crédit, des choses comme ça. Un petit mot avant de passer à la démonstration sur les connecteurs. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans la partie, par rapport à la partie data qu'on a abordée tout à l'heure. Donc là, vous avez la liste des connecteurs K2 qui sont mis à disposition nativement de nos clients. Donc, de par notre positionnement avec Microsoft, on a des connecteurs pour tous les produits du monde de Microsoft, donc pour SQL Server, pour Azure, pour SharePoint, dans sa version on-premise, mais dans sa version online aussi, pour Microsoft Dynamics CRM, Lync, Yammer, l'Active Directory, Exchange, etc., etc. On a des connecteurs pour SAP, des connecteurs pour Oracle, des connecteurs pour Salesforce. On a des connecteurs pour des outils de signature électronique comme CoSign, DocuSign. On a des partenaires qui mettent en place des connecteurs aussi pour leurs outils. Donc par exemple, on a un partenariat avec AvePoint qui a mis en place des connecteurs pour K2, un partenariat avec Adlib. Adlib est un outil qui permet de faire de la génération de PDF à la volée, des choses comme ça avec Legalbox. Donc on a la possibilité aussi de se créer ses propres connecteurs. Donc on a un ensemble de connecteurs que vous voyez ici, qui sont mis à votre disposition, que vous allez pouvoir utiliser en faisant du glisser-déposer. Donc si je prends le connecteur Active Directory, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un connecteur qui va vous permettre de dire j'arrive à cette étape-là, je voudrais créer un compte dans l'annuaire de l'entreprise, je voudrais créer un groupe, je voudrais supprimer un utilisateur, je voudrais changer les propriétés d'un utilisateur de mon AD. Avec SharePoint, je vais pouvoir créer un site, créer une bibliothèque de documents, rajouter un élément à l'intérieur d'une liste. Je vais pouvoir faire de la mise à jour de métadonnées, ajouter des pièces jointes, etc., etc. Et puis les connecteurs SQL Server, Oracle, ils vont me permettre d'exécuter des requêtes, des procédures stockées, des vues dans mes bases de données. Et donc oui, je vous disais, on peut aussi se créer ses propres connecteurs. Donc là, pour le coup, ça nécessite de faire du développement spécifique, mais K2 met à disposition un kit de développement qui va permettre de se créer ses propres connecteurs pour des outils que K2 auxquels K2 ne serait pas connecté en natif, mais pour lesquels ce serait nécessaire de le faire dans votre organisation. Et donc les connecteurs se développent en .NET. Un petit mot sur SharePoint. Donc il y a beaucoup de synergie entre K2 et SharePoint. On a beaucoup de nos clients qui utilisent K2 en combinaison de SharePoint, mais pas tous. Ce n'est pas un prérequis au fonctionnement de K2. Et quand on intègre K2 avec SharePoint, on peut fonctionner de n'importe quelle manière en termes d'architecture. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner avec des SharePoint on-premise, des SharePoint online. On peut avoir des infrastructures hybrides, c'est-à-dire qu'on peut avoir un serveur K2 qui va communiquer à la fois avec un SharePoint on-premise et avec un SharePoint online.
Et puis on peut travailler avec différentes versions de SharePoint, avec les versions 2010, avec les versions 2013. Donc on peut aussi imaginer un serveur K2 qui travaille de manière combinée avec SharePoint 2010 et SharePoint 2013, et pourquoi pas un SharePoint Online. En ce qui concerne K2, pour installer K2, vous avez besoin donc d'un Windows Server et d'un SQL Server. Ça peut être une infrastructure que vous allez avoir sur on-premise, enfin sur site, ou que vous pouvez installer sur plateforme, enfin sur le cloud, sur Azure, ou pourquoi pas sur Amazon, hein, sur d'autres clouds. Il n'y a pas de difficulté, mais il vous faut donc un Windows Server et un SQL Server. Ça peut être du SQL Server Azure si vous le souhaitez. Et donc vos utilisateurs vont communiquer avec K2 au travers de clients légers et de tout type de clients légers, donc des navigateurs bureau ou des navigateurs mobiles de tablette ou de téléphone. Donc voilà pour la partie présentation de K2. Là, vous avez des copies d'écran de K2 sur différents terminaux. Il y a des applications mobiles de K2 qui sont mises à disposition et qui permettent aussi d'accéder aux tâches qu'on a à faire et à traiter ces tâches depuis ces terminaux mobiles. Donc on va passer maintenant à une démonstration. Et donc on va faire une démonstration de K2 en deux temps. Tout d'abord, on va voir ce que ça peut donner en tant qu'utilisateur final de participer à une application faite avec K2. Et puis ensuite, on verra les outils qui ont été utilisés pour mettre en place cette application. Donc là, je suis connecté sur un serveur sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner K2. Donc ce serveur-là est un serveur qui est hébergé sur Azure. Hein. On peut le voir au niveau de son URL, son adresse. Et donc, pour pouvoir faire tourner les applications K2, pour pouvoir faire des démonstrations, on a besoin de se connecter avec différents comptes utilisateurs pour montrer qu'en fonction de mon profil, je ne vois pas forcément les mêmes choses. Et du coup, comme par défaut, K2 fait de l'authentification intégrée Windows, ça veut dire que vos utilisateurs n'ont pas besoin de saisir leur login, leur mot de passe, ils sont automatiquement reconnus. C'est très pratique en production, c'est un tout petit peu moins pratique en démonstration. Donc pour fluidifier les démonstrations, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est créé une barre d'outils où on voit la liste des utilisateurs qui sont disponibles sur ma plateforme, et je vais pouvoir lancer mon navigateur ou lancer mon Outlook avec les informations de connexion de tel ou tel utilisateur. Donc là, je vais me connecter avec l'utilisateur qui est disponible avec lequel je me suis connecté sur la plateforme, et je vais aller sur la page d'accueil d'un portail SharePoint. Donc c'est le portail qualité de mon organisation. Donc c'est un portail qui n'a pas du tout été personnalisé en termes de charte graphique. Hein. On retrouve la charte graphique de SharePoint 2013 standard. Même les couleurs n'ont pas été changées. Sur cette page d'accueil, on a quand même une fonctionnalité K2. C'est la web part qui apparaît ici. C'est une web part qui affiche des formulaires K2. Et cette web part là, elle est configurée pour m'afficher dans mon premier onglet la liste des tâches que j'ai à traiter, et dans le second onglet la liste des plans d'amélioration que j'ai lancés ou pour lesquels j'ai été désigné responsable. Donc là, le workflow qu'on va faire tourner, l'application qu'on va faire tourner, c'est une application très classique du domaine de la qualité, c'est la gestion des plans d'amélioration. Donc grosso modo, dans mon organisation, je détecte un dysfonctionnement, j'ouvre un formulaire pour remplir des informations sur ce dysfonctionnement, et puis ensuite, en fonction des informations, on va demander à quelqu'un de définir un plan d'amélioration pour corriger le problème. Et puis, une fois que le plan d'action
tenu. Il y a quelqu'un qui va vérifier l'efficacité de ce qui a été fait, vérifier que tout a été corrigé. Donc on va faire tourner ce processus-là. Donc je suis connecté avec mon compte qui s'appelle Dynamics Administrator. Je détecte un dysfonctionnement dans mon organisation et donc je viens sur le portail qualité et je vais remplir une demande de nouveaux plans d'amélioration. Donc en cliquant sur le lien qui est ici, je charge toujours à l'intérieur de SharePoint les informations sur mon formulaire. Et donc le formulaire qui s'affiche ici à nouveau, c'est un formulaire K2 qui s'affiche dans SharePoint. On peut mettre des logos. On va au chargement du formulaire, il y a des connecteurs, il y a un connecteur qui s'est exécuté qui a permis d'aller chercher dans l'annuaire de l'entreprise les informations sur la personne qui était connectée. On a attribué un identifiant à la demande, donc c'est la demande numéro 60. On peut rendre multilingue les formulaires avec la 2. Donc là, c'est mon formulaire qui s'affiche en français. Je clique ici, il s'affiche en anglais et je vais pouvoir donc renseigner mon formulaire. Donc je vais d'abord désigner quelqu'un comme responsable de ce plan d'amélioration. Donc ici, j'ai un outil qui va me permettre de chercher dans l'annuaire de mon entreprise des personnes. Donc je vais chercher une personne qui contient DE dans son nom de famille ou son prénom. En saisissant DE, je vais retrouver ici, dans mon composant, la liste de toutes les personnes qui contiennent DE. Donc il y a Debbie, il y a Denalix, il y a Denis, il y a Oli Anderson, il y a Jean Cadeau. Et donc je vais sélectionner Jean Cadeau comme responsable. Vous voyez, si je mets Denis directement ici, comme il n'y en a qu'un seul, il est automatiquement sélectionné. Donc pareil, je fais la même chose pour Jean. Ensuite, je vais pouvoir lier mon plan d'amélioration à des plans existants. Donc là, c'est le plan d'amélioration numéro 60. Je voudrais dire qu'en fait, il vient à la suite d'un autre plan d'amélioration qui est le plan d'amélioration numéro 54, par exemple, et le plan d'amélioration numéro 48. Donc tiens, il n'y a pas de plan d'amélioration numéro 48. Donc je ne sais pas, le 58, est-ce qu'il y en a un non plus? Donc je peux le lier à plusieurs plans d'amélioration. Donc voilà, au 54 et puis au 50. Ensuite, je vais déterminer une origine pour ce plan d'amélioration. Donc là, j'ai une liste déroulante qui va chercher des informations dans mon système d'information. Donc je peux faire un plan d'amélioration d'origine informatique, d'origine mécanique. Si je choisis informatique, je vais devoir sélectionner un domaine. Donc là, les domaines, j'ai un picker, donc je vais dire je veux tous les domaines qui contiennent un E. J'ai le choix entre documentation, logiciel, matériel. Donc voilà, si je prends un plan d'amélioration mécanique et que je mets un E ici, j'ai le choix entre automobile ou mon nouveau domaine. Donc je vais choisir un domaine, mon nouveau domaine. Ensuite, je vais mettre l'objectif de mon plan d'amélioration. Il s'agit de corriger tel problème, virgule, et rapidement, car c'est urgent. Ensuite, je peux mettre un commentaire. Donc le commentaire, c'est une sorte de forum qui va suivre le déroulement de mon processus. Donc mon commentaire, intéressant. Ici, je vais pouvoir surligner, je vais pouvoir faire un peu de présentation sur mon commentaire et je peux, si je le souhaite, attacher des pièces jointes. Donc je vais chercher un document quelque part sur mon poste. Donc alors je vais aller chercher voilà, un document XML ici, et au moment où le document est rajouté, K2, grâce au connecteur pour SharePoint, va aller déposer le document dans SharePoint. Une fois que j'ai fini de remplir ma demande, je peux cliquer sur le bouton Envoyer. Donc K2 vérifie que tous les champs obligatoires sont bien renseignés. J'ai un aperçu de ce qui va se passer une fois que j'aurai cliqué sur Envoyer. Donc là, on était sur le formulaire de demande. On passera ensuite en planification, puis en traitement et en validation. Donc on m'affiche un message pour me dire que le plan d'amélioration numéro 60 a bien été pris en compte dans le workflow. Et une fois que
j'ai cliqué sur le bouton, je peux revenir sur la page d'accueil de mon portail, je reviens sur la liste des tâches que j'ai à traiter, je n'ai pas de nouvelles tâches à traiter ici. En revanche, si je regarde les plans d'amélioration qui sont là, je vois un nouveau plan d'amélioration, donc le plan d'amélioration numéro 60, qui concerne donc un nouveau domaine et une origine mécanique, et qui est au statut planification. Si je veux savoir un petit peu plus dans le détail ce que ça veut dire statut planification, je peux cliquer sur le lien qui est ici, ça me charge une nouvelle fenêtre, et dans cette nouvelle fenêtre, je vois la conception workflow qui a été mise en place, avec des codes couleurs. Je vois par quelles étapes on est passé. Donc quand on était sur le formulaire de démarrage, on était tout en haut, on a cliqué sur le bouton envoyer, on est passé par l'étape initialisation, qui est une étape complètement automatique qui s'occupe de déposer dans SharePoint les différentes informations sur notre demande, et on est maintenant à l'étape planification. Si je clique sur cette étape-là, je vois qu'on est en cours depuis 1 minute 11 et que la personne qui doit faire la tâche, c'est Jean, donc c'est la personne qu'on a désignée comme responsable pour ce plan d'amélioration. Donc là, je suis sur du vrai temps réel, hein. Les 1 minute 11 que j'avais, elles sont transformées en 1 minute 25 ici. Donc on va laisser cette fenêtre ouverte et on va se connecter avec Jean. Donc je lance le navigateur de Jean, je vais sur la page d'accueil de mon portail SharePoint, et je retrouve dans la liste des tâches à traiter une planification qui est à traiter depuis 11h26, donc il est 11h28, pour le dossier numéro 60. Je vais ouvrir une fenêtre supplémentaire pour aller voir le contenu de mes emails. Et je vois que j'ai reçu, donc à 11h26, il y a 2 minutes, j'ai reçu un email donc, où tout est écrit volontairement gros pour montrer que les notifications qui sont envoyées peuvent être complètement personnalisées en termes de charte graphique, de couleurs. Et donc je vois que la demande numéro 60 nécessite mon approbation. Je retrouve ici l'objectif qui avait été saisi, et j'ai la possibilité de faire avancer ma demande en répondant à cet email. C'est les intégrations qu'il y a avec Exchange qui permettent de dire j'envoie une tâche de notification à quelqu'un, je mets des informations sur la tâche dans l'email, et si la personne répond à l'email en disant je suis d'accord, en disant je refuse, ça va permettre de faire avancer le workflow. Donc comme souvent, dans les workflows, les gens ils doivent juste prendre une décision, dire oui ou non. On va pouvoir faire de la validation par mail. Quand il faut rajouter plus d'informations, remplir un formulaire, ça n'a pas forcément de sens de le faire par mail. Je vois qu'à 11h28, donc 2 minutes après, j'ai reçu un deuxième mail qui me disait voilà, le plan d'amélioration numéro 60 n'a pas été traité dans les temps impartis, donc merci de vous dépêcher. Donc là, c'est pour illustrer le fait que K2 va pouvoir surveiller les temps de traitement et déclencher des actions quand des échéances sont atteintes. Donc là, on a mis une échéance à 2 minutes pour avoir le temps de l'avoir dans la démonstration, mais ça peut être plusieurs jours. On va pouvoir dire au bout de 2 jours, j'envoie un email à la personne qui doit faire la tâche pour lui demander de se dépêcher. Au bout de 3 jours, je lui renvoie un email. Au bout de 4 jours, je fais faire la tâche par quelqu'un d'autre. Au bout de 6 jours, je valide la tâche automatiquement ou je la refuse automatiquement. On fait comme on veut. On va pouvoir mettre en place tous ces traitements-là au niveau des outils de conception. Si je reviens sur mon portail qualité, ici, je retrouve dans la liste des tâches à traiter ma tâche. J'ai un menu ici qui me permet de faire des filtres sur mes tâches. Je peux ouvrir un menu contextuel à ma tâche, où je vais pouvoir accéder au suivi graphique, je vais pouvoir partager ma tâche avec quelqu'un d'autre, la rediriger vers quelqu'un d'autre, la mettre en attente, donc la faire disparaître de ma liste des tâches pendant une certaine durée. Si par exemple je me rends compte qu'il faut que j'attende que telle réunion qui a lieu la semaine prochaine soit passée pour pouvoir avancer. Et puis, si je veux tout simplement faire la tâche, je vais cliquer sur ouvrir mon formulaire ici, et ça va me charger
le formulaire, mais correspondant à cette étape-là. Donc, dans mon formulaire, je vais retrouver toutes les informations qui ont été saisies à l'origine. Et puis, donc je retrouve l'objectif, je retrouve l'origine, le domaine, les plans d'amélioration qui sont liés. Et puis, je vais pouvoir tout en bas voir l'historique des commentaires, voir l'historique des documents qui ont été attachés. Et donc, de mon côté, si j'accepte le plan, eh bien, je vais devoir définir un plan d'action. Donc, je vais définir une première action qui va devoir être traitée pour le 9 juillet, qui va être corriger tel problème. Oula. Je vais dire que la personne qui doit faire cette correction, eh bien, c'est Nicolas, et puis c'est Tim, par exemple. Donc voilà, je vais créer une seconde action qui, elle, va être disponible pour enfin, à traiter pour le 27 juillet, qui va être documentée cette résolution, et je vais me l'attribuer à moi-même. Hop. Je peux en créer une troisième, etc., etc. Une fois que j'ai créé mes actions, je mets un commentaire, OK, plan d'action en cours. Je pourrais attacher un document, je ne vais pas le faire, je clique sur le bouton OK, et donc j'ai traité ma tâche de planification. Et comme je me suis attribué une action, je devrais retrouver dans la liste des tâches une nouvelle action, enfin une nouvelle tâche pour ce plan-là. Donc je réactualise et je vois effectivement à 11h33, j'ai une nouvelle tâche qui s'appelle réalisation pour le plan d'action numéro 60, et c'est l'action numéro 2. Si je reviens sur le suivi graphique qu'on avait tout à l'heure, je retrouve donc les couleurs qui ont évolué. La planification, elle est terminée. Depuis 11h33, il a fallu 6 minutes 44 pour traiter cette tâche-là, et on est passé à l'étape action. Et donc ici, depuis 45 secondes. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que K2, en fait, déclenche un sous-processus, déclenche autant de sous-processus qu'il y a d'actions qui ont été paramétrées. Donc je retrouve ça dans la gestion des événements, et je vois que les actions ont été lancées 2 fois. Donc pour le premier plan d'action, on est à l'étape réalisation depuis 1 minute, et on est rendu chez Nicolas et Tim. Si je reviens sur mon dossier pair, ici, et que je vais sur la deuxième action, je vois que la deuxième action, elle est en cours depuis 1 minute 17 et chez Jean. Donc en fait, j'ai mes deux process qui sont lancés en parallèle, et au niveau du processus pair, on va attendre que tous les sous-processus soient terminés pour passer à l'étape mesure de l'efficacité. Donc je reviens sur ma liste des tâches en tant que Jean, j'ai bien mon étape de réalisation ici à traiter, je vais ouvrir le formulaire, je retrouve toutes les informations sur mon formulaire, je retrouve les différentes actions qu'il y a à traiter, je suis automatiquement positionné sur l'action numéro 2 puisque c'est celle qui me concerne, j'ai une vue sur l'action numéro 1, mais juste en lecture, puisque je ne fais pas partie des intervenants, donc je peux voir s'ils ont fait leur travail ou pas. Et puis je vais pouvoir dire, moi ce truc-là, je l'ai déjà fait, donc je l'ai fait le 26. Mon support de preuve, c'est la nouvelle version de la documentation. Voilà. Et puis je vais pouvoir mettre un commentaire ici, commentaire sur l'action numéro 2. Voilà, et je vois l'historique des commentaires qui ont été saisis, je vois par qui, à quelle date, etc., etc. Je clique sur le bouton OK. La tâche réalisation va disparaître de ma liste des tâches. Je vais avoir une nouvelle tâche qui est la tâche de validation, puisque si on regarde le suivi graphique ici, pour l'action numéro 2, on voit qu'une fois que la réalisation est faite, on va valider unitairement cette réalisation avant de passer à la fin du process. Donc, je pense que vous avez compris le principe du workflow. Après, il faudrait que je me connecte avec Nicolas ou Tim pour faire l'action numéro 1 et pour faire avancer mon processus. Je ne vais pas le faire.
c'est le même principe partout. Et donc on va passer à d'autres étapes. Donc on va passer maintenant sur la partie reporting. Donc ici au niveau de mon suivi graphique, j'ai accès à des statistiques sur la réalisation de sur les temps de réalisation de mon processus. Donc je vois que pour l'instant, la majeure partie du temps a été passée sur l'étape planification, qui a occupé plus de la moitié du temps, et l'autre partie du temps a été consommée sur la partie gestion des actions. Ce rapport-là, c'est un rapport qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Je vais pouvoir le voir de différentes façons, donc en diagramme en bâton ou en camembert. Si je reviens sur la page d'accueil de mon portail, donc là, cette fois-ci, je suis en tant qu'administrateur. Si je reviens sur la liste de mes plans d'amélioration et que j'actualise cette page-là, le plan d'amélioration qui était en vert tout à l'heure parce qu'il était à l'étape planification, il est maintenant à l'étape action, donc le statut a changé ici, et il est passé dans une couleur différente. Donc je vais pouvoir suivre où on est ma demande, accéder au suivi graphique ici pour voir qui est intervenu. Je vais pouvoir aussi accéder à des rapports. Et là, cette fois-ci, je vais avoir des rapports globaux sur les temps d'exécution du processus gestion des plans d'amélioration. Donc je vois combien de temps il a fallu en moyenne pour traiter toutes les étapes du processus. Donc l'étape qui prend le plus de temps, c'est en général l'étape mesure de l'efficacité, quand l'étape action prend à peu près le même temps, etc., etc. Ensuite, je vois le nombre de plans d'amélioration qui ont été lancés par trimestre sur les 6 trimestres passés. Si je clique sur un trimestre en particulier, je vais voir la liste de toutes les demandes de plans d'amélioration qui ont été faites pour ce trimestre-là. J'ai accès pour chacun de mes plans d'amélioration à leur statut, donc ils sont en cours, ils ont été lancés à telle date, ça fait là 85 jours. Si je clique sur le bouton ici, je vais accéder au suivi graphique de cette demande-là. Et si je sélectionne la ligne, je vais voir par quelles étapes on est passé dans ce plan d'amélioration-là. Donc on est passé par l'initialisation, la planification qui a duré 14 minutes, et on est en cours depuis 85 jours sur l'étape action. Donc ça, ce sont des rapports que vous pouvez mettre en place et décider d'afficher pour vos utilisateurs. Maintenant, en tant qu'administrateur, j'ai accès à la configuration de mon application. Donc je peux cliquer sur le lien configuration ici, et je vais pouvoir accéder à la configuration du délai avant qu'il y ait une relance qui se déclenche, donc qui était au bout de 2 minutes. Si à partir de maintenant je veux que ce soit 3 minutes, je viens ici, je change le 2 en 3 et j'enregistre ce que j'ai fait. Donc là, en fait, j'ai un paramètre qui va être pris en compte directement dans mon processus, et je n'ai pas besoin de faire de modifications au niveau de mon processus pour que cette nouvelle valeur soit prise en compte. Mais je peux interagir aussi avec des éléments de mon formulaire. Donc je vois la liste des origines qui sont disponibles, la liste des domaines reliés à des origines, et je peux créer des nouveaux domaines si je le souhaite. Donc je vais ajouter un nouveau domaine rattaché à l'origine autre, et je vais dire que le domaine c'est domaine de test. J'enregistre. Voilà. Si maintenant je fais une nouvelle demande, dans la liste des origines, je choisis l'origine autre, je vais chercher tous les domaines qui contiennent un E et qui sont reliés à autre, et je retrouve mon domaine de test qui apparaît là et que je peux donc utiliser pour cette nouvelle demande. Donc voilà ce que ça donne pour un utilisateur final de participer à des processus faits avec K2. Maintenant, on va voir comment ça a été conçu. Donc pour la conception, on a utilisé 2 outils. Le premier outil, c'est l'outil K2 Studio que je viens de lancer, qui est l'outil de conception de processus. Donc je lance K2 Studio et je le lance sur mon projet gestion des plans d'amélioration, de façon à retrouver les modélisations qui ont été mises en place pour ce processus-là. Je vais juste attendre qu'il ait fini de charger la modélisation.
Voilà. Et je vois que mon projet est composé de deux processus, le processus action et le processus plan d'amélioration. Je charge le processus plan d'amélioration. Et on retrouve la conception telle qu'on l'a vu tout à l'heure dans le suivi graphique au détail des couleurs, qui sont cette fois-ci les couleurs de conception et non pas les couleurs d'exécution. Donc si je veux rajouter une nouvelle étape ici, dire que quand la demande elle démarre avant l'initialisation, je voudrais envoyer un email à quelqu'un, ben, je peux rajouter une nouvelle étape ici, lui mettre un nom. Donc je vais l'appeler une notification, dire que cette étape-là, elle s'exécute à la suite du démarrage, donc je déplace le lien, et elle s'exécute avant l'initialisation, donc je crée un nouveau lien pour aller de l'étape notification à l'étape initialisation. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle la macro-modélisation, j'ai défini grossièrement ce qui se passait d'un point de vue métier. Après, je vais rajouter, à l'intérieur de cette macro-modélisation, je vais rajouter le détail technique. Donc à l'intérieur de la notification, bah, je voudrais envoyer un email. Donc pour ça, je vais lister les événements K2 et je retrouve mes événements d'intégration. Donc je peux référencer des formulaires, je peux écrire du code, je peux envoyer un email, appeler un sous-processus, appeler le serveur de connecteur K2, appeler des web services, m'intégrer avec l'Active Directory, avec Exchange, et puis après je vois tous mes événements qui sont spécifiques à SharePoint, version 2013, version 2010, à CRM, etc., etc. Donc moi je veux juste envoyer un email, donc je fais un simple glisser-déposer de mon assistant d'envoi de mail ici, dans ma fenêtre, enfin dans mon activité, là où je veux qu'il s'exécute. Et ça me lance, donc ça rajoute une ligne ici, et ça me lance un assistant qui va me guider dans le paramétrage de l'envoi de mail. Donc je vois qu'il y a 4 pages de paramétrage ici. Une première page où on dit bonjour, une dernière page où on dit au revoir. Donc je vais sur la première page de config. Sur la première page, on me demande de définir qui est l'auteur, qui est le destinataire, quelles sont les personnes en copie cachée, le sujet, les pièces jointes, etc. etc. Donc, mail pour le demandeur, je mets un nom à mon activité. Je vais dire que la personne qui reçoit le mail, c'est le demandeur, donc j'ai juste cette case-là à cocher. Le champ auteur, on voit que c'est en vert. Donc quand c'est vert comme ça, surligné en vert, ça veut dire que c'est dynamique. C'est-à-dire que K2 va aller évaluer la valeur de ce champ-là lors de l'exécution. Si je passe mon curseur dessus, je vois que c'est un champ dit d'environnement. Donc si j'ouvre ma fenêtre, le champ d'environnement, c'est ce que j'ai là. Et donc je retrouve le champ from address ici. Et donc c'est un espèce de fichier de configuration qui va me permettre de gérer toutes les données qui ont des valeurs différentes quand je vais passer d'un environnement de développement à un environnement de recettes, puis un environnement de production. Donc c'est très pratique pour les déploiements, puisque ça permet de faire aucune modification sur les processus, mais de déployer sur des environnements différents. Je vais mettre un sujet. Donc sujet, c'est demande en cours de traitement. Je voudrais mettre l'identifiant de la demande. Donc dans notre cas, c'était PA 60. Donc je vais dans la partie contextuelle ici, je change d'environnement, je vais sur la partie gestion du workflow du contexte de mon workflow, et je retrouve les informations sur l'instance de mon process. J'ai son identifiant ici, avec la date de démarrage, le demandeur. Donc c'est des informations qui sont enregistrées automatiquement par K2, et je choisis celle qui m'intéresse, l'ID, je fais un glisser-déposer pour la mettre ici, ça se met en vert pour m'indiquer que c'est dynamique. Et puis ensuite, je construis le corps de mon message en HTML, en plein texte. Je peux charger un template HTML pour récupérer des feuilles de style. Et puis après, je tape mon texte. Donc bonjour, hop, votre demande, etc., etc. Donc je vais dire bonjour, nom et prénom du demandeur. Je retrouve ici. Donc votre demande de plan d'amélioration, numéro 60, démarré à telle date, qui concerne une origine. Et donc je vais chercher cette fois-ci les données de référence, donc les données qu'il y a dans mon formulaire, donc qui concernent telle origine et tel domaine.
est en cours de traitement. Donc voilà comment je construis un email complètement dynamique avec K2. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur terminer, et si je veux que ce soit cette nouvelle version qui soit prise en compte, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton de déployer pour que ce mail soit envoyé dès qu'il y a quelqu'un qui fera une nouvelle demande. Donc, dans les autres assistants qui sont mis à ma disposition, donc je peux appeler des web services, je peux appeler mon serveur de connecteur, donc ça veut dire me connecter à SAP, à Salesforce, à Exchange, etc., etc. Je vais pouvoir, enfin j'ai des assistants spécifiques pour Exchange, pour SharePoint, pour l'Active Directory, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, si je fais un glisser-déposer, et je dis, bah, une fois qu'on a envoyé les mails, je veux m'intégrer avec l'AD. Alors, hop, je choisis mon événement et je vais choisir ce que je veux faire. Donc, je peux créer un nouvel utilisateur, mettre à jour un utilisateur, supprimer un utilisateur d'un groupe, créer un groupe, rajouter des membres à un groupe, etc., etc. Donc, je choisis ce que je veux faire et vous voyez, là, j'ai plus de pages de configuration que ce qu'on avait tout à l'heure. Et en fonction de du choix que je fais, bah, j'ai pas le même nombre de pages de config qui apparaissent. Donc là, je vais pas faire la config, il y aurait trop de choses à renseigner, mais vous voyez toute la conception et les intégrations se passent de la même façon, en faisant de simples glisser-déposer et en paramétrant. Donc ça, c'est pour la partie processus. Après, il a fallu créer des formulaires. Et donc, pour créer des interfaces utilisateurs, on a utilisé l'outil qui s'appelle K2 Designer, qui est un outil client léger, qui me permet de créer donc, des objets de type connecteur, des vues, des formulaires et des workflows. C'est-à-dire que j'ai plusieurs outils de conception de processus, l'outil qu'on a aperçu, mais j'ai aussi un outil client léger. Les deux outils sont compatibles, je fais mes modélisations avec l'outil que je souhaite. Ensuite, la vue et le formulaire, c'est deux niveaux différents de l'interface utilisateur. Le formulaire, c'est la page qui va s'afficher au final pour l'utilisateur final. La vue, c'est une partie de la page. Le gros intérêt des vues, c'est que les vues sont réutilisables dans autant de formulaires qu'on le souhaite. Donc je vais pouvoir construire une vue et puis dire cette vue-là, j'utilise dans tel autre formulaire, puis tel autre formulaire. Le jour où il y a une modification à faire, je fais la modification sur la vue et c'est pris en compte sur tous les formulaires qui l'utilisent. Donc ça permet de capitaliser sur les objets concrets. Donc on va se créer on va partir de zéro, donc je vais me créer une catégorie, je vais l'appeler Web Meeting. Voilà, et je vais dire à l'intérieur de cette catégorie, je vais commencer par créer un objet pour définir les champs que je veux voir circuler dans mon formulaire. Donc je vais l'appeler Web Meeting données. Alors je peux faire un Smart Object standard ou un Smart Object avancé. Donc un Smart Object standard, c'est on va enregistrer les données dans la base de données K2. Si je fais un Smart Object avancé, je peux définir que les données qu'on va manipuler seront enregistrées dans d'autres systèmes de stockage de données. Ensuite, je vais définir les champs que je veux voir. Donc, par exemple, un nom, un prénom, un email, une date, un âge, une photo, un commentaire, un service, etc., etc. Donc, le champ commentaire, on va typer les champs. Donc, le champ commentaire, ça va être un champ dit mémo. Le champ photo, ça va être un fichier, une image même. Le champ âge, ça va être un nombre. La date, ça va être un champ date. Et les autres champs restent des champs de type texte. Donc voilà, j'ai défini les champs que je voulais manipuler. Je fais suivant et je termine. Une fois que j'ai fait ça, je vais construire une vue pour par rapport à ces données-là. Donc, je vais demander à K2 de me créer une vue par rapport à cet objet. Je vais l'appeler WebMeetingVue.
Et je vais demander à K2 de me créer, d'un coup de baguette magique, un tableau à 2 colonnes avec tous les champs qu'on a définis, sauf le champ ID, et avec un bouton créer tout en bas du formulaire. Donc voilà ce que ça me crée. Donc je suis sur une interface dite WYSIWYG. Donc ce que je vois, c'est ce qui s'exécute. Je clique sur terminer ici et j'ai un lien, une fois que c'est enregistré. Donc là, il faut que ça aille créer l'objet dans la base de données K2, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et voilà, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur le lien qui est ici pour faire tourner ma vue. Donc voilà, j'ai mon formulaire avec écrit nom, prénom, email, une date, je tape du texte, un âge, je tape du texte. Là, je peux aller chercher une photo. Donc, il faut que je retrouve, je sais pas, une image. Est-ce que j'ai des images quelque part? Non. Où est-ce que je vais trouver une image utilitaire, shortcut, démo? Voilà, une image, ensuite un commentaire, un service. Donc je vois que les champs âge et les champs date, ils ont été mis en rouge, parce que K2 attend un nombre ici, donc je peux taper 14, K2 attend une date, donc j'ai un calendrier ici. Je peux choisir une date, la mettre à jour, et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur le bouton créer, il se passe quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà ce que ça m'a créé en 2 clics. Maintenant, je vais pouvoir revenir sur la configuration de ma vue, et puis je vais pouvoir dire à la place du champ service ici, je vais mettre une liste déroulante. Du coup, je vais changer la source de données. Je vais dire que je vais afficher des informations de manière statique. Donc, par exemple, je vais mettre RH, info. Je peux faire appel à un connecteur K2 ici, aller chercher des informations autre part. Ensuite, je vais pouvoir réorganiser mes champs, donc créer des lignes supplémentaires. Je vais fusionner mes colonnes, je vais mettre le commentaire tout en bas. Je vais pouvoir mettre des contrôles de validation. Donc, par exemple, je vais dire que le champ email, ici, ça doit correspondre à un email, donc je mets une pattern de validation. Donc là, j'ai les patterns fournis par K2, je peux créer mes propres patterns si je le souhaite. Je vais pouvoir jouer avec des événements, faire de la dynamicité, dire que par exemple, par défaut, l'âge est caché. Voilà. Et quand on choisit un élément dans la liste déroulante, ça fait apparaître le champ âge. Donc pour ça, je vais mettre une règle. Donc, je mets une règle et je vais dire quand mon contrôle a soulevé l'événement, il a été modifié sous certaines conditions. Donc là, je ne vais pas mettre de conditions, mais voilà, j'ai des modèles de conditions. Alors j'exécute telle action. Donc telle action, ça peut être vraiment plein de choses, appel de connecteur, etc., etc. Et donc moi, je vais aller, je vais afficher un contrôle. Donc, enfin deux contrôles même. Donc je vais afficher le contrôle âge label et le contrôle âge textbox. Donc voilà. On a vu aussi que quand on cliquait sur le bouton créer, il se passait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc je vais renommer mon bouton créer ici. Et je vais regarder les règles au niveau de. Et je vois qu'il y a déjà une règle. Donc quand le bouton créer est cliqué, alors K2 exécute la méthode créer, ça veut dire que K2 va persister l'information qui est renseignée dans le formulaire. C'est très bien, mais moi je voudrais faire ça qu'à partir du moment où le formulaire est validé. Donc ça veut dire que je vais mettre une condition de validation sur le formulaire. Et donc il faut que la vue passe les validations et je vais configurer les validations. Je veux dire que le champ nom et le champ prénom sont obligatoires. Le champ email, s'il est renseigné, il doit être dans un format attendu, etc., etc.
Je clique sur OK. Et puis je peux dire, une fois que ça a été créé, je veux envoyer un message, faire apparaître un message pour remercier d'avoir soumis le formulaire. Donc je vais dans les actions et je demande à afficher un message. Et je vais configurer mon message. Donc je vais mettre merci, votre demande concernant a été enregistrée, et je voudrais mettre le nom et le prénom de la personne qu'il y a dans le formulaire. Donc je vais mettre juste le prénom là, votre demande concernant nom, enfin prénom et nom a été, bon j'ai coupé le concernant, c'est pas grave, ça marche, ça va quand même marcher, mais avec une faute. Je clique sur OK, OK, je termine, je retourne sur ma vue, j'actualise, et ici on voit le formulaire qui a changé un petit peu de disposition, le champ H qui a disparu, je clique sur le bouton créer, on me dit que nom et prénom sont obligatoires, je vais dans ma liste déroulante, je rajoute RH, ça fait apparaître l'âge, je mets un email, je mets juste Jean, je sors, ça se met en rouge, jean@k2.com, cette fois-ci ça passe, je mets hop, cadeau Jean, ici je clique sur créer, et là ça me fait merci, votre demande concernant Jean Cadeau a été enregistrée. Donc toutes les modifs qu'on a faites ont bien été prises en compte. Une fois qu'on a créé notre vue, je vais aller vite parce qu'il est 11h58, une fois qu'on a créé notre vue, on va partir de la vue pour faire un formulaire, et en fait c'est au niveau du formulaire qu'on va gérer les styles d'affichage. Donc je crée un formulaire que j'appelle Web Meeting Form. Je retrouve mon formulaire ici, je lui donne un nom, donc vue principale, enfin je retrouve ma vue, je l'appelle vue principale. Je peux aller chercher d'autres vues dans mon espace de travail, je vais utiliser la même que je peux poser à gauche, au-dessus, en dessous, à droite. Donc hop, je mets une deuxième fois la vue, cette fois-ci je l'appelle annexe, et je vais dire que cette vue-là, par défaut, elle est réduite et on peut l'étendre. En revanche, la vue principale, par défaut, elle n'est pas, on ne peut pas la réduire. Donc voilà, là il y a un thème qui s'applique, hein, on voit la police qui est un petit peu différente. Donc je clique sur terminer, je clique sur le lien qui est ici, ça affiche mon formulaire, ma vue annexe qui est en dessous. J'ai les mêmes fonctionnements que tout à l'heure. Et si maintenant je reviens sur mon outil de design, je vais aller éditer le formulaire et je vais changer le thème. Donc le thème, je le retrouve ici. Je vais prendre le thème lithium. Donc voilà, on voit au niveau du designer que ça change. J'enregistre. Je reviens sur l'exécution de mon formulaire. J'actualise la page. Et normalement, je vais voir voilà, les couleurs qui ont foncièrement évolué, les champs qui sont toujours obligatoires, même le calendrier est différent. C'est au niveau du formulaire qu'on va gérer ça. Donc voilà, ça fait presque une heure là que je suis sur la présentation et la démonstration. Je vous ai montré l'essentiel de K2. L'idée c'est de vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, vous montrer que c'est vraiment du glisser-déposer qui va permettre de construire ces applications, qu'on n'a pas de code à écrire, sauf si on veut se créer ses propres connecteurs, mais on n'a pas besoin souvent de se créer des connecteurs. Il y a quand même beaucoup de connecteurs fournis en standard par K2. Et donc c'est assez simple à utiliser. Donc on va passer, si vous m'accordez quelques minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panel de questions. Donc il y a une question qui a été posée qui concerne donc la mise à jour, enfin la mise à jour d'une version de la modélisation. Donc si je reprends, hop, voilà, tout à l'heure j'ai fait une modification sur mon processus.
Ici, j'ai rajouté une nouvelle étape et en fait, pour que ce soit pris en compte, il faut que je clique sur le bouton déployer. Ça crée une nouvelle version sur le serveur. Mais qu'est-ce qui se passe pour les dossiers qui sont déjà en train de tourner au moment où je fais cette mise à jour? Donc le principe par défaut de K2, c'est un principe assez simple, c'est que toute instance de workflow commencée sur une version de la modélisation va terminer sur la version sur laquelle il a commencé. Donc ça veut dire que là, je publie une nouvelle version, mais toutes les instances qui tournaient continuent à tourner sur l'ancienne version. Et je peux avoir autant de versions d'un même workflow qui tournent en parallèle. Il n'y a pas de limitation pour ça. Ça, c'est le fonctionnement le plus simple. C'est le fonctionnement par défaut. C'est ce qui permet de faire des mises à jour à chaud, sans faire de coupure de prod. Et surtout, quand on fait des mises à jour, de ne pas se poser de questions sur ah, mais tiens, est-ce que je peux faire ça parce que je vais avoir des dossiers qui sont en cours, qui n'auront pas cette nouvelle donnée, donc du coup, peut-être que ça ne va pas marcher, enfin bref. Donc là, je n'ai pas besoin de me poser ces questions-là, puisqu'il n'y a que les nouveaux dossiers qui vont le prendre en considération. En revanche, ce principe est complètement débrayable, c'est-à-dire que vous pouvez publier une nouvelle version, et une fois que vous avez publié une nouvelle version, dire à K2, bah, je voudrais que toutes les instances du workflow qui sont dans la version N-1 fonctionnent maintenant sur la version N. Alors on peut le faire, maintenant il faut faire attention. Ça veut dire que quand je fais ça, je peux avoir des problèmes si je supprime une étape. Imaginons je supprime une étape dans mon process et j'avais des dossiers qui sont à cette étape-là. Bah, du coup, ces dossiers-là vont se retrouver en erreur. Donc il faudra que j'agisse manuellement sur les dossiers. Mais c'est possible, on peut le faire. Ça peut être intéressant quand on a des cycles de vie assez longs, des instances de processus. Quand j'ai un dossier qui peut rester en cours pendant 6 mois, ça peut être intéressant qu'ils suivent les évolutions des modélisations, mais ça nécessite d'être un petit peu plus prudent quand on met en place les nouvelles modifications. Si je fais que changer des séquencements, si je fais que réorganiser des tâches, si je change des assignations, si je change des comportements quand il y a des alertes, bah là pour le coup, ça nécessite pas de, il n'y a pas besoin de faire attention quand on fait monter les anciennes versions sur cette nouvelle version. Donc voilà, il n'y a a priori pas d'autres questions. Donc je vais juste afficher le slide de contact ici. On arrive à la fin du web meeting. Je vous remercie d'y avoir assisté. Vous retrouvez nos coordonnées qui s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter sur ces différents médias. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la démonstration, puisque là, en l'espace de 40 minutes de démonstration, on n'a pas le temps de tout montrer, mais n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous faire des démonstrations personnalisées, de venir chez vous si vous le souhaitez, pour montrer l'outil à d'autres personnes. Merci d'avoir assisté au web meeting et bon appétit et bon après-midi. Au revoir.